Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est au cœur de nombreuses critiques ces dernières semaines. Une institution qui devrait être au cœur de la dynamique économique sous-régionale, comme voulu par les pères fondateurs des États membres. Intégration économique et nouveaux défis de la CEDEAO, décryptage et analyse avec nos invités ici en studio. M. Kouadio Kwame Alain Serge, consultant en développement. Merci d'être avec nous. Merci M. Stéphane Soumaoro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télé. Je suis infiniment reconnaissant pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant les téléspectateurs nationaux et internationaux. Et c'est nous qui vous sommes reconnaissants. Avec vous, nous sommes avec Dr Kwame Rémy Oussou, sociologue, enseignant-chercheur. Merci d'être avec nous. Oui, je vous remercie aussi de me donner aussi cette opportunité de m'exprimer sur la thématique. Je pense que je vous remercie encore. Alors, messieurs, on aura le temps de beaucoup s'exprimer, mais plus particulièrement sur la CEDEAO. Alors, depuis 1975, cet instrument formidable est mis sur pied par les pères fondateurs des États membres de la communauté. Mais déjà, pour situer un peu le débat, quels étaient les enjeux qui ont motivé la création de cette communauté économique? Merci, M. Stéphane. Il faut dire qu'avant 1975, il y avait une certaine coopération économique qui existait déjà, avec notamment la création du franc CFA en 1945. Et chemin faisant, les États ouest-africains ont compris qu'il était difficile de vivre en autarcie, raison pour laquelle il fallait créer une institution sous-régionale qui allait faciliter les échanges commerciaux, qui allait faciliter la libre circulation des biens des personnes. Et en 1975 va naître une institution qu'on appelle CEDEAO, qui était constituée de 16 États, dont, je dirais, 9 pays francophones, 5 pays anglophones et 2 pays lusophones. Mais il faut dire que la Mauritanie va quitter la CEDEAO suite à un conflit sur l'exploitation du fleuve Sénégal, parce que le Sénégal et la Mauritanie font frontière. Donc la Mauritanie va quitter la CEDEAO pour rejoindre l'Union du Maghreb arabe. Donc la CEDEAO compte 15 États. Et les objectifs de la CEDEAO sont les suivants. Contribuer à l'intégration économique sous-régionale, faciliter la libre circulation des biens et des personnes et harmoniser un certain nombre de processus, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient au niveau de la bonne gouvernance. Donc vous voyez, de façon crescendo, la CEDEAO est passée à des objectifs économiques, aujourd'hui à des objectifs politiques. De nos jours, on parle de plus en plus d'harmonisation des politiques. Quand on parle d'harmonisation des politiques, ça prend en compte plusieurs facteurs, tels que les plans d'aménagement directeurs sous-régionaux, tels que la monnaie unique, tels que la politique agricole unique commune, telle que la politique industrielle commune, telle que aujourd'hui la question de la production pharmaceutique. Ce sont autant de questions qui sont débattues par la CEDEAO. Mais dernièrement, avec les développements de l'actualité socio-politique au niveau de la Guinée, au niveau du Mali, au niveau du Burkina, la CEDEAO est un peu plus mise en avant par rapport à certaines décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été respectées dans certains États. Raison pour laquelle la CEDEAO aujourd'hui suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup de questionnements. Alors on verra cette analyse un peu plus en détail. Je vois que vous voulez réagir, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Je voudrais un peu repartir un peu sur les conditions d'émergence de cette institution sous-régionale ou régionale, je dirais. En fait, au lendemain des indépendances, certains pays africains ont vu la nécessité quand même de contribuer un peu au bien-être de leur population, et c'est cela qui a fondamentalement suscité un peu la mise en commun d'un certain nombre de synergies pour pouvoir créer cette entité sous-régionale-là. Donc je suis entièrement d'accord avec M. Kouadio lorsqu'il dit que c'est un peu cette envie ou bien cette volonté de pouvoir quand même contribuer à constituer une certaine force sous-régionale qui a suscité un peu la création de cette organisation. Je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, et quand vous regardez 46 ans après, est-ce que vous pensez que l'organisation a atteint ses objectifs ou est sur la bonne voie? Je pense que ça rejoint un peu à la question qu'on pose un peu à l'ONU, hein. Que certaines personnes se disent que l'ONU est loin d'avoir atteint ses objectifs et tout, mais le problème, j'ai l'impression que la CEDEAO a un peu les yeux plus gros que le ventre, parce qu'au départ, c'était juste une entité économique. Il fallait créer un certain nombre de conditions pour que les États membres puissent échanger entre eux un certain nombre de biens, supprimer les tariifs douaniers et tout, mais petit à petit, comme l'expression est bienvenue, crescendo, la CEDEAO a commencé à prendre un certain nombre d'autres responsabilités, notamment politiques. Et aujourd'hui, c'est le Mali qui est sanctionné, c'est le Burkina. Et aujourd'hui, on se dit qu'il y a certaines critiques qui naissent pour dire que la CEDEAO cautionne un peu
les gens qui bidouillent un peu les constitutions pour faire les troisième mandats, alors que c'est lorsqu'il y a les coups d'État, parce que il y a les coups d'État on veut vouloir chasser celui qui a effectué le coup d'État, alors que ce coup d'État-là naît dans un certain nombre de conditions. On parle de mauvaise gouvernance, on parle de gabégie, etc. C'est tout ça là qui fait que les militaires, lorsqu'ils commencent à avoir trop de plaintes, les militaires décident de prendre le pouvoir. Alors, je crois que la CEDEAO, on tire sur la CEDEAO parce que certainement, ils sont allés un peu au-delà de ce qu'ils devaient faire comme objectif, de ce qu'ils se sont fixés comme objectif au départ. Donc, je pense que si ils veulent quand même retrouver cette légitimité et surtout cet amour originel, je pense qu'ils doivent recadrer les choses et voir, se demander s'ils ont même les moyens pour résoudre ce qu'ils sont en train de poser comme acte. Donc, je pense que tout ça, ça nécessite des débats, des réflexions à tous les niveaux. Alors, des réflexions à tous les niveaux. Je vais rebondir avec le bilan, mais juste avant le bilan, Dr Kwame a fait ressortir quelque chose. On va dire, le volet politique et autres, où on voit beaucoup plus la CEDEAO. Mais quand on sait que tout ce qui est économique est quand même assez lié aux décisions politiques qui sont prises, ces coups d'État que la CEDEAO condamne, c'est parce que ces changements de régime ont des répercussions mais considérables sur les économies locales. Donc la CEDEAO prend ses responsabilités par rapport à ces économies. Mais en fait, l'objectif politique de la CEDEAO est justifié. D'autant plus que la politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Comment peut-on gérer une cité si on n'a pas même ici l'aspect économique? Vous voyez? Donc l'aspect économique est très pertinent en termes d'objectifs pour la CEDEAO. Maintenant, aujourd'hui, on a constaté que la CEDEAO est à l'épreuve. Et à l'épreuve parce qu'il y a plusieurs difficultés qui gangrènent l'aspect politique de plusieurs pays membres de la CEDEAO. Comment pouvez-vous comprendre que le président naissant de la CEDEAO, Roch Marc Christian Kaboré, a été démis de ses fonctions par un coup d'État? Un autre président en Guinée a été démis de ses fonctions. Il en est de même pour le Mali. Donc, ça pose la problématique comme on appelle ça, des raisons qui fondent ces différents coups d'État. Aujourd'hui, je pense que les débats ne doivent plus trop se tourner, se problématiser sur la récurrence des coups d'État. Mais la CEDEAO doit chercher à mener des études. Je pense que c'est une occasion pour les chercheurs de développer des thèses, des mémoires, des articles pour comprendre les raisons fondamentales qui poussent ces officiers supérieurs à prendre leurs responsabilités par rapport au putsch. Quelles sont ces raisons? Quels sont les soutiens extérieurs? Nous ne sommes pas censés ignorer qu'on n'a pas fait un coup d'État sans soutien extérieur. Quelles sont les complicités en interne? Je pense que c'est toutes ces raisons-là, c'est la combinaison de tous ces facteurs qui pourront permettre à la CEDEAO de pouvoir prendre des décisions justes. Il y a des fins connaisseurs de l'Afrique tels que Antoine Glaser, tels que Alain Foucault qui ont estimé que les différents coups d'État qui ont été perpétrés ces dernières années ont été faits à cause d'une absence de démocratie, à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de l'incapacité de certains États à respecter les lois ou encore moins à défendre l'intégrité territoriale de les différents États. Je pense que c'est toutes ces raisons. Aujourd'hui, la CEDEAO, elle est confrontée à un grand dilemme. Pourquoi? Parce que, premièrement, la CEDEAO n'a pas une autonomie financière. Figurez-vous que sur 15 pays de la CEDEAO, il n'y a que 5 pays qui payent régulièrement les différentes cotisations. Alors justement, là aussi, c'était l'une des questions à laquelle on allait en arriver, puisque vous êtes déjà les pieds dans le plat. Comment est-ce que la CEDEAO arrive à mobiliser des ressources pour impulser ces politiques? Des cotisations des États membres, des bailleurs de fonds? La CEDEAO a deux sources de financement. Il y a les cotisations des États membres et il y a les apports. À hauteur de combien? Bon, je n'ai pas les chiffres exacts et les apports extérieurs. Mais il se trouve que les différentes cotisations des États membres sont insuffisantes. D'autant plus qu'il n'y a que 5 pays seulement qui sont en jeu de leurs cotisations. Figurez-vous que le Libéria cumule des arriérés de 20 ans de cotisation. Mais avec de telles statistiques, la CEDEAO serait incapable de prendre des décisions souveraines. Parce que c'est vrai que la CEDEAO fonctionne comme une collectivité. Et une collectivité a besoin de financement sur la base de ses ressources. La CEDEAO, c'est environ 300 millions d'habitants, soit la population des États-Unis. C'est 5,2 millions de kilomètres carrés. La CEDEAO, c'est des ressources pétrolières, c'est des ressources minières, c'est des ressources humaines. Mais ce sont des potentialités qui nécessitent, qui méritent des investissements massifs. Mais d'où viendront ces financements? Ces financements viendront certainement des États-Unis, de la coopération française, de l'Union européenne. Donc, ne soyez pas étonnés si les décisions de la CEDEAO aujourd'hui ne sont pas souveraines. Moi, j'ai été choqué de savoir que quand la situation a commencé à se dégrader au Mali,
par rapport à l'intervention de la force Barkhane, mais la CEDEAO n'a pas produit de communiqué. Il a fallu le ministre de la Défense française, Madame Parly, ministre des Armées, qui a estimé que, je pense que elle s'est exprimée en ces termes. Elle a dit, je pense que des sanctions devraient être prises par la communauté sous-régionale. Peut-être que des décisions, des sanctions étaient déjà en train d'être prises. On va parler de coïncidence, mais la CEDEAO prend ses responsabilités. C'est des questions qui relèvent des prérogatives de la CEDEAO. Donc ça montre là le manque de souveraineté de cette institution. Pas forcément le manque de souveraineté. Tout simplement parce qu'elle n'a pas une autonomie financière pour le financement de ses projets de développement. Alors, docteur Kwame, vous partagez ce point de vue? Pas entièrement. Je pense que je voudrais juste rebondir sur la question des cotisations avant de revenir à ce qu'il vient de dire. Je crois que ce matin, j'ai lu quelque chose un peu sur l'apport même de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même qui, en Afrique de l'Ouest, enfin, dans la sous-région, est considérée comme un pays modèle. La Côte d'Ivoire était en retard aussi sur ses arriérés. Donc, je rejoins un peu ce qu'il a dit d'une certaine façon parce que une institution aussi, lorsqu'elle est créée, elle doit fonctionner. Elle doit avoir non seulement des ressources financières, mais des ressources humaines qu'il faut payer. Donc, je pense qu'avec tout le développement, avec tout ce que la CEDEAO doit gérer, je pense qu'il lui faut beaucoup de moyens. Je ne sais pas d'où viennent ces moyens. Dans la littérature, je sais qu'il y a une banque de développement qui a été mise sur place par cette institution-là qui lui permet quand même de financer ses projets et tout. Mais dans le fond, fondamentalement, je sais que certaines institutions, à l'exemple de l'UA, qui est plus ou moins sponsorisée par l'Union européenne, je suis convaincu que la CEDEAO aussi est sponsorisée par un certain nombre d'institutions, un certain nombre de lobbies politiques qui lui donnent un peu ce pouvoir-là afin de pouvoir intervenir dans ce qui se passe en Afrique. Parce que, comme il a dit aussi, là, sur ce point aussi, je suis d'accord, il n'y a pas de coup d'État ou bien de coup en Afrique sans que il y ait une main occulte quelque part dedans. Il faut que ces décisions-là soient prises de l'extérieur. D'emblée, on ne voit pas cette main-là, mais lorsqu'on essaie de creuser un peu, lorsqu'on essaie de fouiller un peu ce qui se passe derrière, on sait que quelque part, bon, je voudrais pas citer de nom ici, mais on sait qu'il y a des gens qui sont toujours derrière, parce que la plupart même de ces généraux qui prennent le pouvoir, on sait où est-ce qu'ils ont fait leurs études, on sait d'où ils viennent, on connaît un peu leurs attaches lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes, lorsqu'ils faisaient leurs études et tout. Donc, je pense que tout cela mis en balance, ce sera vraiment, vraiment, vraiment difficile à la CEDEAO de prendre une décision qui vient d'elle-même, oui, de façon autonome, et de dire oui, etc., et puis de mener la danse. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la capacité de mener cette danse, en fonction de vos moyens, en fonction de vos financements, je pense que ce sera vraiment difficile que vous soyez indépendant dans toutes les décisions que vous prenez. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu les enjeux auxquels sont confrontés l'Afrique, les enjeux économiques, oui, et vous regardez le potentiel ou l'actualité de la CEDEAO, oui, est-ce que vous pensez que cette organisation peut impulser vraiment une nouvelle dynamique économique dans la sous-région? En termes d'impulsion d'une nouvelle dynamique économique, je pense que ce sera difficile parce que la CEDEAO fonctionne à l'image même des États qui la composent en fait. Alors, permettez-moi, je pose la question, c'est par rapport au projet de monnaie unique au niveau de la CEDEAO, l'ECO qui est mis en place. On voit la fameuse l'initiative ZLECAf qui est aussi en train de se déployer. Est-ce que vous sentez cette nouvelle impulsion, cette nouvelle dynamique économique? Oui, je pense que cette dynamique économique a déjà commencé même lorsque nous étions dans la crise à partir de 2002. La crise en Côte d'Ivoire, c'est là que les gens ont commencé à dire non, il fallait que la Côte d'Ivoire sorte de la zone CFA et qu'elle crée sa propre monnaie. On a parlé d'éco et tout. Et je pense que cette idée-là a été reprise par le président qui a succédé celui qui était là avant et tout. Mais bon, moi, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure non plus, mais j'attends de voir parce que quelquefois, il y a des décisions, il y a des choses qu'on dit, mais il faut avoir la puissance financière, la puissance économique pour pouvoir l'impulser en fait. Parce que tout vient de là, tout tourne autour de l'argent, qui va financer ça, qui va faire ça, comment est-ce que les monnaies vont se convertir les unes par rapport aux autres, comment il va falloir se comporter sur le marché international et tout. Parce que je me dis que le franc CFA est facilement convertible parce qu'il est arrimé à l'euro. Et si c'est quelque chose d'autre, bon, je ne sais pas. Et puis, tout ça aussi, il faut que ça dépende aussi de la dynamique économique interne. Quand on sent que vous êtes puissant économiquement, certainement que les gens vont prendre l'exemple sur vous. Je me rappelle que lorsque j'étais au Japon, j'avais du yen. Je voulais échanger à Dubaï, mais j'ai parlé des francs CFA. On m'a dit non, on ne connaît pas ça ici, soit euro ou dollar. Donc, je me dis que si la Côte d'Ivoire ou bien les pays de la CEDEAO doivent prendre une telle initiative,
va falloir peut-être calculer le coût financier d'abord et voir est-ce que s'ils ont la capacité de le financer à la base. Ok, je vais réagir sur la capacité de la CEDEAO à impulser une nouvelle dynamique économique. Pour ma part, il sera très difficile tant que certains problèmes ne sont pas réglés. Il y a d'abord un problème de leadership entre pays anglophones et francophones. Ça, tout le monde le sait au niveau de la CEDEAO. Le deuxième problème, c'est celui de la monnaie. Parce que quand on parle d'intégration économique sous-régionale, ça sous-entend qu'il y a une monnaie commune. Mais aujourd'hui, le problème de la monnaie commune est posé avec une acuité. Parce que on a parlé de l'éco. Mais l'éco qu'on va créer, ça sera une monnaie flottante ou une monnaie à parité fixe. Parce que quand on essaie de faire une comparaison entre la monnaie CFA et le Ghana, mais le Ghana a une monnaie qui est flottante, une monnaie qui fluctue selon les fluctuations internationales. Mais je pense que c'est comme ça le marché financier devait être. En fonction de la dynamique, la monnaie évolue. Mais aujourd'hui, se pose la problématique de l'affiliation de cette monnaie à l'euro sur le plan international. Moi, je suis curieux de savoir que la Côte d'Ivoire produit environ, la Côte d'Ivoire, le Ghana produit plus de 60% du cacao mondial, mais le franc CFA n'est pas reconnu sur le plan international, alors que le cacao est reconnu. Donc, vous voyez cette difficulté-là. Il sera difficile d'impulser un développement économique tant que ces pays-là ne se mettent pas ensemble pour décider de l'avenir de leur monnaie et pour décider du comportement de leur monnaie sur le plan international. Donc, j'ai parlé de problème de leadership. J'ai parlé de la monnaie commune, mais le deuxième problème, c'est le problème de la bonne gouvernance dans les États. Oui. Parce que les coups d'État à répétition, les insurrections, les remous sur le plan social gangrènent les différents projets d'aménagement, les différents projets de développement. Aujourd'hui, la CEDEAO, je me dis, a échoué sur le plan politique. Parce que je me rappelle que plusieurs chefs d'État de la CEDEAO s'étaient assis et avaient signé une charte qui dit que personne ne fait un troisième mandat. Mais à la surprise générale, certains ont modifié des constitutions, certains se sont représentés. Et il y a des familles qui sont au pouvoir depuis 50 ans, alors qu'on parle de démocratie. Mais je pense qu'en Afrique, la démocratie, c'est le moyen, je dirais, le plus outillé pour s'entendre. Parce que quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire 60 est répartie en 4 grands groupes. Mais chaque grand groupe a sa façon de choisir son chef. Mais si on ne choisit pas la démocratie, comment allons-nous nous entendre? Alors que la démocratie, c'est le socle de tout. Et pour qu'il y ait une dynamique économique solide, il faudrait que chaque État ait la possibilité, je dirais, ait l'obligation de respecter les lois et les différentes réglementations qui en découlent. Je pense que c'est toutes ces questions qu'il va falloir. Parce que sans ces questions, la ZLECAf du moins, la zone de libre-échange, ne pourra pas fonctionner avec dynamisme. Sans ces questions, il sera difficile de transformer nos produits agricoles sur le plan local. Alors on parle de transformation structurelle de l'économie. Sans ces questions, il sera difficile de concurrencer les puissances occidentales sur le plan international. Et n'oubliez pas qu'il y a des questions de géopolitique, de géostratégie qui sont encore en vogue avec le contrôle de certaines ressources quand on parle de transition énergétique. Et justement, permettez-moi de revenir. Vous parlez tout à l'heure d'échanges commerciaux. Oui. On a essayé quand même de faire une petite analyse pour regarder un peu qu'est-ce qu'il en est exactement des échanges commerciaux à l'intérieur même de la CEDEAO. Parce qu'on voit beaucoup plus les pays échanger vers des grands pays développés. Oui. Mais les échanges commerciaux à l'intérieur sont quand même assez faibles. Qu'est-ce que tu peux expliquer tout ça? Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est tellement pertinent. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que, enfin, la littérature a essayé de brosser ce fait pour dire que, en fait, l'objectif de l'Union, si c'était de créer une certaine dynamique sous-régionale, cet objectif-là allait être difficilement atteignable parce que les pays sont des niveaux totalement différents en fait, en termes d'économie, en termes de population. En termes de niveau de développement. Oui, le Nigeria qui se retrouve avec plus de 200 millions là-bas, alors que le Bénin, la Côte d'Ivoire, ils sont quelque chose comme ça. Vous voyez que ça crée déjà une difficulté. Et en fonction des richesses même internes, on sait que le Nigeria, c'est le géant avec le pétrole et tout. Donc tout ça, c'est vraiment difficile que les gens ne veuillent pas aller vendre leurs produits ailleurs que de vendre ça dans la sous-région. Et vous voyez que sur le marché international, ça marche plus que lorsqu'on va venir peut-être vendre le même produit en Côte d'Ivoire. Imaginez, on a l'électricité ici, certainement on donne ça à des pays de la sous-région, mais on préférerait peut-être aller vendre ça un peu plus loin avec un peu plus de bénéfices. Donc, c'est ce décalage économique entre les différents États fait que les échanges sous-régionaux sont plus ou moins handicapés.
Parce que si on a des niveaux de développement différents, ce sera difficile qu'on essaie de s'abaisser pour peut-être vendre des choses un peu moins chères par rapport à ce que nous pourrions retirer de là. Donc ça aussi, c'est un grand handicap. Peut-être que ce que nous pourrions faire, c'est de travailler, enfin, créer cette coalition pour qu'on essaie de, peut-être, on accepte de perdre quelque chose et non toujours de gagner. Parce que si on court toujours vers cette fougue économique, on veut toujours gagner, on préférera peut-être aller vendre le cacao peut-être aux Européens que de vendre ça peut-être au Libéria, ou bien de vendre ça au Ghana, ou bien de vendre ça à la Sierra Leone, etc. Si ces pays ne sont pas en mesure de transformer ce cacao, c'est sûr qu'on va se tourner. Je vais apporter un additif. Au-delà des difficultés séculières qu'on a évoquées en ce qui concerne la CEDEAO, je dirais que les pays de la CEDEAO sont victimes de la mondialisation. Parce que quand on parle de mondialisation, on parle d'internationalisation des économies. Mais l'économie est dynamique. Et pour que votre économie soit de plus en plus dynamique, il va falloir que vous proposiez des produits compétitifs. Mais est-ce que les produits qui quittent l'Occident pour venir vers l'Afrique sont plus compétitifs que les produits africains qui vont vers l'Occident? Mais il n'y a pas, la réponse est tellement évidente. Pour que votre produit soit prisé sur le plan international, il va falloir qu'il soit compétitif. Mais un produit est compétitif comment? Il est compétitif parce qu'il y a une technologie industrielle qui permet de produire des produits de qualité et puis en masse. Absolument. Mais regardez l'exemple des produits technologiques. Regardez la guerre qui a opposé Huawei à Apple. Mais est-ce que l'Afrique a la possibilité de vendre des produits à l'extérieur? Moi, je pense que l'Afrique n'a pas sa place sur le plan mondial. La place de l'Afrique, c'est en Afrique. Parce qu'on contribue à hauteur de 3% des échanges commerciaux sur le plan international, alors qu'on a toutes les ressources. Mais pourquoi ne pas se tourner vers nous-mêmes en Afrique? Pourquoi ne pas faire des échanges sud-sud? Je pense que c'est là l'une des problématiques pour laquelle la CEDEAO devait plus statuer, plutôt que de chercher à faire autre chose. Tout à l'heure, vous allez parler de... Oui, je vous laisse rebondir et puis je pose la question. Vous avez parlé des ZLECA. Lorsque vous dites qu'on doit peut-être privilégier ces échanges interétatiques ou interrégionaux et tout, mais tout à l'heure, vous avez parlé des ZLECA, cette zone d'échange-là. Oui. C'est toujours le même problème de financement. Qui va financer? Parce que je disais tout à l'heure que tout tourne autour un peu de la puissance économique. Parce que toutes ces institutions, s'il faut financer des infrastructures, tout ça, c'est de grands financements. Donc, ces financements vont venir d'où? C'est un problème de management alors. Alors, il y a une notion aussi qui nous est revenue pendant la préparation de cette émission. On sait qu'environ 60 à 65% de la population vivant au sein de la CEDEAO travaille dans le domaine agricole. Et depuis plus d'une décennie, il a été décidé par les États de financer ou d'apporter 10% de leur budget au développement du secteur agricole. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on sent ce dynamisme au sein du secteur agricole? Bon, d'abord, il faut expliquer les raisons pour lesquelles la plupart de ces pays-là sont des pays à économie agréée. Vous savez qu'au sortir de l'indépendance, il y a eu ce qu'on appelle la spécialisation des économies, spécialisation primaire des économies. Et la Côte d'Ivoire et la plupart des pays de la zone ouest africaine ont bénéficié de cette politique. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le binôme café-cacao. C'est après, dans les années 70-80, il y a une diversification d'autres cultures. Donc, cela explique cette raison-là. Maintenant, en ce qui concerne la modernisation ou bien l'industrialisation, je pense que c'est une affaire de volonté politique. C'est une affaire de politique. Moi, j'ai beaucoup apprécié le discours du chef de l'État, le discours de fin d'année, quand il parlait de transformation structurelle de l'économie. C'est bon, mais j'aurais voulu, personnellement, qu'il donne les modalités de cette transformation structurelle-là, qui donne les étapes, quel est le document stratégique qui montre que de telle période à telle période, voilà ce qu'on fait, de telle période à telle période, voilà où nous en sommes. On aurait dû avoir un calendrier, un chronogramme précis. Quels sont, par exemple, les sources de financement? Quels sont les acteurs? Quel est le comité de pilotage qui a été mis en place? Est-ce que la Chambre de commerce et des industries a une contribution importante à jouer? Je pense que c'est toutes ces questions qu'il faut régler. Et cette question-là, elle est inhérente à tous les États membres de la CEDEAO. Parce que quand on parle d'intégration économique, on parle aussi d'harmonisation de politique industrielle. Mais en amont, l'harmonisation des politiques agricoles. Donc ça veut dire que le prix du cacao doit être le même au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Bon, j'ai donné un exemple banal. Mais c'est la même chose, même en termes de produits industriels. Il doit en être de même. Parce que quand on parle d'intégration économique, l'intégration économique, ça prend en compte même le capital humain.
D'accord. Même le capital humain. L'éducation, oui. L'éducation, la formation. Oui. C'est Alors, toutes ces questions qu'il faut régler. Je me rends compte que la CEDEAO a encore beaucoup de chantiers devant elle. Alors, docteur Kwame, nous arrivons pratiquement au thème de cette émission. Oui. Quand vous analysez, quand vous observez actuellement l'actualité de la CEDEAO et l'avenir de l'Afrique, la CEDEAO est-elle prête à répondre aux nouveaux défis de l'Afrique et surtout, comment est-ce qu'elle doit se réorienter, s'il faille le dire, pour vraiment répondre aux exigences de l'Afrique nouvelle? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que la CEDEAO a un long et vraiment épineux chantier devant lui. Et s'il veut vraiment réussir à tirer son épingle du jeu, je pense que il doit toujours être en amont. Il doit toujours dévancer les problèmes. Parce que dans la littérature que j'ai pu consulter, on s'est rendu compte que la CEDEAO réagit toujours par à-coup. C'est lorsqu'il y a les problèmes qu'on essaie de tirer des leçons, d'apporter des solutions et puis de légiférer. Mais il faut travailler en amont, il faut travailler avec proactivité. Parce qu'on sait que l'Afrique, normalement, c'est un continent qui, je ne sais pas, rien ne se prévoit, on vit à la petite semaine. Or, aujourd'hui, on vit dans une dynamique de telle sorte qu'il est interdit de vivre de cette façon. Il faut toujours être devant, faire des études, faire des prospectives, essayer d'anticiper en fait, anticiper les problèmes. Même les coups d'État, ils savent que ça c'est des choses qu'on pourrait anticiper parce qu'un coup d'État n'est pas comme ça dans le néant. Les militaires ne se lèvent pas comme ça du jour au lendemain pour venir prendre le pouvoir. On sait qu'il y a des petits remous avant la population, les gens se plaignent, mais certainement ils se disent que c'est des choses qui vont passer. Mais quand ça ne passe pas, il va falloir trouver une solution générale, commencer à travailler en amont, mettre en place des stratégies afin de contrecarrer ce qui va venir. Parce que peut-être que c'est la face émergée de l'iceberg que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais demain, qu'est-ce que ce sera ? Demain, qu'est-ce que ce sera? On espère que ce sera vraiment quelque chose de meilleur pour l'Afrique et pour la CEDEAO. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlions de la CEDEAO, défi majeur à relever par rapport aux nouvelles exigences de l'Afrique. Nous étions avec M. Kwadwo Kwame Alain Serge, consultant en développement, et Dr Kwame Rémy Oussou, enseignant-chercheur et sociologue. Merci encore pour vos contributions. C'est moi qui vous remercie. On retiendra que la CEDEAO, question épineuse ou grande question côté financement et aussi anticiper, comme le disait le Premier ministre ivoirien, gouverner, c'est savoir anticiper. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page d'Éco-Débat. Le débat se poursuit chez vous. Agréable suite au programme sur nos antennes.